à tous et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer la facilitation graphique. Comment peut-elle nous aider? Par où commencer et quoi mettre en place? Dans quel contexte peut-on la retrouver? Mais aussi quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Autant de questions que nous allons aborder. Je suis Marine, consultante RH et agitatrice de tes talents. Et j'accueille Elodie, notre experte du jour. Et toi, prêt à déléguer? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Elodie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marie. Merci d'être là aujourd'hui pour parler de ton expertise métier. Donc, le sujet va tourner autour de la facilitation graphique et comment justement elle peut nous aider dans notre quotidien à créer de l'impact ou à développer nos idées. Est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par te présenter, qu'on te connaisse un peu mieux? Oui. Alors, moi je m'appelle Élodie Daniel et je suis devenue facilitatrice graphique après quelques petits tests et expérimentations, comme j'animais beaucoup de réunions dans mon travail. On m'a parlé de la facilitation graphique, je me suis formée à cet outil et puis je l'ai utilisé petit à petit avec parcimonie en me disant oh là là, c'est très nouveau. J'avais un public plutôt réfractaire même aux nouveautés, donc un contexte pas forcément idéal. Et puis ensuite, comme c'était quelque chose qui me passionnait et je voyais vraiment les résultats de l'usage, de l'application dans plein de champs différents, j'ai lancé mon activité en tant que facilitatrice graphique et aussi formatrice en pensée visuelle pour que chacun puisse devenir petit à petit aller vers ce chemin aussi, soit d'utiliser des choses qu'on connaît déjà, mais on ne savait pas forcément qu'on parlait d'une structuration visuelle et ou soit développer, d'aller un petit peu plus loin. Ouais, ok. Alors, est-ce que déjà tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est la facilitation graphique et quel est son but, comment, ça se concrétise un petit peu dans l'utilisation quotidienne ou comment on s'en rend compte visuellement? Ah oui, là, on est dans de la facilitation graphique. Dans le terme facilitation graphique, on voit souvent graphique en disant oh là 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 là, ce sont des dessinateurs ou des illustrateurs, et on oublie le terme facilitation qui est vraiment le cœur de la posture. Tout à l'heure, j'ai parlé de métier, mais avant tout, la facilitation graphique, c'est une posture de facilitation. Donc, comment mettre les bonnes conditions pour faire interagir un groupe, l'aider à prendre des décisions. Donc, c'est dans vraiment cette terminologie-là de facilitation qu'on ajoute le visuel pour accompagner un processus collectif. Et plus largement, ensuite, quand on parle de facilitation graphique, eh bien, on voit la capacité à faciliter graphiquement, donc avec le visuel, une information, comment clarifier un propos, passer une information, aider à la décision. Donc après, c'est aider à s'organiser. C'est un peu plus large. L'angle d'approche vraiment principal, c'est faciliter un processus. OK, donc ça c'est quelque chose finalement sur lequel on peut s'appuyer pour nous aider à, mieux faire comprendre une idée ou mieux, transmettre un sujet auprès peut-être de personnes qui auraient moins de connaissances que nous ou qui ne seraient pas au même niveau que nous dans ce sujet-là. Oui, oui, vraiment, de pouvoir clarifier, parce qu'on peut avoir des notions assez floues et quand on la rend visible et quand on lui donne une représentation visuelle, donc avec un dessin très très simple, on cherche pas à faire des grandes œuvres puisqu'on est là pour vraiment traduire un propos et plus c'est simple et moins il y a de lignes et plus c'est efficace et moins on se perd et on risque un petit peu de s'embrouiller. Et de clarifier vraiment et de simplifier permet d'avoir les éléments clés, les éléments essentiels, de les relier entre eux, de montrer quel lien il existe et ensuite de pouvoir avoir une vision globale de ces éléments et des points de repère justement qui arrivent où, à quel moment, qui permet d'avoir
une bonne vue globale et d'avoir une synthèse d'un sujet. Oui. Et si on veut aller plus loin pour amener petit à petit des éléments, on peut aussi jouer avec des éléments qu'on amène un par un, qui nous permet d'avoir une progression dans le niveau d'information et ensuite d'avoir la vue globale. Donc, c'est idéal pour un mémo après une formation, synthèse de réunion, des éléments pour avoir toute le final, mais d'avoir vu la progression. Oui. Et alors, est-ce que c'est plutôt un outil qu'on utilise de manière préparée, un peu comme une chorégraphie où on sait qu'à tel moment on va sortir telle image et que voilà, on connaît bien du point A au point Z dans quel ordre on va faire les choses, ou est-ce que finalement c'est quelque chose de plus spontané où quand on sent qu'il y a besoin d'illustrer un peu plus, quand on sent qu'il y a besoin de donner une image parce que l'audience comprend moins bien, là, on improvise et on leur donne un exemple. Alors, tout dépend du contexte. Par exemple, si on accompagne un groupe qui est dans l'émergence d'idées, eh bien, soit aussi eux qui puissent représenter leurs idées. Et on combine à ce moment-là le mot et l'image, parce que la pensée visuelle, c'est toujours associer le mot à l'image, au visuel. Et là, de voir qu'est-ce qui se passe derrière le mot et que chacun puisse montrer ce qu'il voit derrière et donc le représenter. Ça, c'est plus pour un travail collaboratif. Et puis, je fais la synthèse en direct d'un événement, d'une réunion. Je vais avoir toute une préparation en amont, de savoir à peu près les différentes parties, les sujets. Ça reste plus des éléments préparatoires. Et puis après, selon le déroulé, ce qui s'y passe, l'atmosphère, et pas que les mots, mais aussi le ton employé. Là, la forme, elle est jamais vraiment définie. Et on peut avoir un travail visuel rien que dans l'écriture d'un mot. Et on n'est pas obligé toujours de passer et de représenter l'intégralité des concepts, mais aussi un tout, le placer. Déjà, rien que structurer, organiser les informations, les relier, comme je disais tout à l'heure, et puis utiliser des métaphores visuelles qui peuvent aider aussi à rentrer et à mieux percevoir le sujet. OK. Alors, je me dis que tant qu'on est encore au début de l'épisode, il faut qu'on casse un petit peu une idée reçue, sur la Bon, facilitation graphique. Tu as commencé un petit peu à l'aborder tout à l'heure, bon, mais quel niveau en dessin il faut avoir bon. pour faire de la facilitation graphique? Avec un trait très simple. Et moi, je fais partie de cette famille de dessiner très simplement. Comme ça, en plus, on économise de l'encre et on simplifie. Eh bien, on peut, et on est souvent très surpris. Moi, dans mes formations où j'ai des personnes qui ne dessinent pas, qui sont très, très éloignées du dessin, voire beaucoup de blocages, hein, parce que vu l'évolution, on a commencé à dessiner simplement en étant enfant, spontanément, puis après, on a souvent arrêté par peur oui, du jugement ou alors se dire ah c'est enfant, donc c'est associé aux enfants, donc ça fait pas pro. Donc sortir des feutres, gribouiller pendant une réunion, ça c'est quand même pas correct. Alors qu'il y a un dessiné, rien qu'écrire. Alors quand on écrit à la main, on dessine déjà des lettres, donc on est dans le geste, on est en train de dessiner. Donc ça, c'est déjà la première étape, c'est de se rassurer et de se dire que vraiment tout est possible. Et on a vraiment des belles surprises. Donc c'est Donc on n'a pas besoin d'être un grand dessinateur, d'avoir, fait les beaux-arts et de produire, le prochain tableau, magnifique, exposé au Louvre pour faire de la facilitation graphique. non, 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 je dirais même que ça pourrait être un handicap parce qu'il y aurait une recherche plutôt esthétique dans la réalisation, alors qu'on est vraiment dans une structuration d'idées. C'est le propos, c'est le contenu qui est intéressant et il ne doit pas être envahi
par des illustrations. On n'est pas en train d'illustrer à côté, mais vraiment réorganiser la pensée, le message visuellement. Donc, c'est souvent En fait, la différence. ça pourrait ajouter de la complexité alors que l'objectif c'est de simplifier et de rendre accessibles les choses. Parce que effectivement, ceux qui sont dans le point de vue artistique du dessin, Ouais. ils vont chercher la complexité de l'œuvre dans sa globalité plutôt que de simplifier une Ouais. idée ou de la rendre accessible à son audience. Oui. D'où la première plutôt qualité nécessaire est de réussir à filtrer les informations, retenir l'essentiel et de les organiser pour qu'on puisse être compris. Mmh. Oui, bien sûr. OK, donc on a, balayé un petit peu les bases, on a compris ce que c'était la facilitation graphique, dans quel cadre on peut l'utiliser et on a, fait le point sur on n'a pas besoin d'un gros niveau de dessinateur Oui, pour, l'utiliser. Maintenant, si on se place, d'un point de vue, peut-être, entrepreneurial, si on a, des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent: «Ah, ça peut être un outil intéressant», dans quel cadre ils peuvent l'utiliser dans leur quotidien? Comment, ils peuvent le mettre en place? alors plus largement, si on parle de pensée visuelle et de visualisation, ça c'est plus quelque chose qui peut être même utilisé individuellement pour commencer. Ça peut être rien que quand on prend des notes d'un livre, d'une vidéo, d'une réunion, de commencer à structurer les informations autour d'une carte mentale, par exemple, parce qu'on met le sujet au centre et qu'on a des informations en périphérie et qui sont hiérarchisées par des branches. Et dans son agenda, alors moi je suis très papier, feutre, crayon, donc je fais un peu la promotion de l'agenda papier, ce qui nous permet aussi de nous éloigner des écrans multiples Mmh. qui sont déjà très présents. Pouvoir organiser son agenda, écrire, ça, c'est déjà un premier pas pour avoir en plus quelque chose d'assez simple et très documenté. Donc, on peut s'inspirer et puis reproduire des choses facilement. D'accord. Donc finalement, c'est, un peu, simplifier sa vision déjà personnelle en utilisant des petits dessins et des petits graphiques, enfin voilà, des choses plutôt visuelles, déjà personnellement avant d'avoir envie de l'essayer plus globalement sur son activité, ou avec ses clients ou avec son équipe. C'est déjà essayer de se l'appliquer à soi-même individuellement. Oui, parce que les sujets qu'on connaît bien et des choses qu'on reproduit, qu'on utilise souvent, si on trouve la manière de le représenter visuellement, on va pouvoir pratiquer, voir évoluer, l'intégrer et avoir plus de confiance ensuite à voir ce nouveau mécanisme quand c'est un début. Et puis, prendre l'habitude, quand on prend dans ses notes classiques, de temps en temps de se dire ah comment cette rubrique, comment cette partie pourrait la représenter, lui donner un pictogramme. Donc le pictogramme c'est vraiment une représentation d'un mot, d'un concept. Et là petit à petit de venir intégrer des éléments et puis travailler un peu plus le titre par exemple pour en profiter de faire un peu de lettrage, donc choisir un style en plus qui peut nous intéresser pour mettre un peu de challenge sans tout révolutionner, parce que c'est pas facile de passer d'une prise de notes très linéaire qu'on a l'habitude depuis des années et qui est souvent rapide. Et là, de passer directement quand on voit certaines sketch notes. La sketch note, c'est une prise de notes visuelle donc qui combine les mots et les images en associant des couleurs. Donc, entre la prise de notes linéaire et le sketch note, il y a un peu une évolution. Alors, il y en a qui arrivent direct, hein, parce qu'en fait, ils ont vraiment ce mécanisme qui était pas loin et qui arrive très rapidement. Et puis, sinon, progressivement, on peut commencer donc par ajouter des pictogrammes, organiser, un peu hiérarchiser les titres et les différentes catégories, et puis rajouter de la couleur à la fin. Comme ça, on est moins pris par le temps de pouvoir surligner les idées clés avec plein de marqueurs. On a la chance de ne plus avoir que des marqueurs fluo maintenant.
Grâce à l'inondation du bullet journal on a beaucoup de marques. Ça peut aussi aider à prendre en main, à ajouter de la couleur au début, peut-être pas dans des dessins, mais juste sur sa page au global et de prendre petit à petit le rythme de cette visibilité sur sa page et de son changement d'organisation, comme tu disais, de passer du linéaire à quelque chose d'un peu plus global. Oui, puis après de redécouper avec des sujets très simples, quand on maîtrise bien les informations, de pouvoir réorganiser après, de choisir une autre forme d'organisation. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit exemple concret, comment on pourrait mettre en place, nous donner un tips? Par exemple, voilà, Bon. si on n'a jamais touché à la facilitation graphique, mais que là, en t'écoutant, on se dit: «Ah ouais, non, ça a l'air quand même intéressant, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de franchir le pas». Par quoi est-ce que je peux essayer? Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? Peut-être nous montrer, des choses que tu aurais sous la main, facilement pour nous aiguiller sur comment est-ce qu'on pourrait, commencer, se lancer, essayer? Bon. Alors, pour commencer, je dirais, c'est ouvrir les yeux, observer les formes, observer la nature et de voir les contours vraiment simplement, comment on pourrait simplifier certaines formes. Donc ça, c'est vraiment important d'être dans l'observation. Puis après, on peut copier des choses qui sont très simples et qui nous inspirent. C'est comme ça qu'on va pouvoir pratiquer. Donc, par exemple, des lignes simples, on peut faire un panneau. Les panneaux, en fait, c'est juste deux rectangles. Là, on est dans des choses très simples. Et ce panneau, par exemple, on va dire oui, mais on va l'utiliser quand? Eh bien, quand on organise nos idées dans l'espace, c'est important de structurer et de créer des blocs. Et donc, par exemple, le panneau va nous permettre d'indiquer où on est plutôt que de noyer de l'information. Ou si on doit prendre une décision, quelle direction on prend, eh bien, on a un panneau de direction qui peut nous aider. Donc, c'est aussi de se dire comment je vais associer mon idée. Je parle d'une direction, je la représente, je la matérialise comment, je vois quoi. À un panneau, eh bien, je vais noter, même si c'est pas le nom d'une ville, par exemple, je veux aller en formation, eh bien, je vais pouvoir écrire formation. Ensuite, faire le rectangle qui va entourer mon mot formation et de créer mon panneau, par exemple. Ça, c'est très, très simple mais c'est tout un cheminement d'idées. Oui. Oui, donc c'est plutôt, si on a envie de se lancer, commencer à, implémenter cette façon de penser, tranquillement, plutôt que de vouloir, dès le début mettre plein de symboles, parce qu'en fait, dans nos vies, on en connaît déjà plein des symboles. Donc tu parlais des panneaux, mais effectivement, dans le code de la route, il y a déjà, immensément plein de symboles, les sens interdits, les stops, on en a déjà, plein d'avance et puis, quand même, je trouve que dans la vie de tous les jours, des symboles, téléphone, le symbole mail, tous ces choses-là, en fait, on les utilise déjà sans vraiment savoir que, ça rentre dans le cadre, de la facilitation graphique et en fait, on pourrait déjà avoir plein d'exemples sous le coude à utiliser, si on voulait se lancer. Oui, oui, et c'est ce qu'on commence à faire en formation, c'est de se créer un petit dictionnaire visuel avec les éléments, les premiers éléments qu'on utilise souvent pour avoir une banque de données facile d'accès parce on l'a utilisé, on a déjà un geste facile là-dessus, c'est une habitude. Et puis petit à petit, on peut compléter ce petit carnet. Et donc, ça peut être après l'observation, j'aurais pu dire trouver le carnet qui vous plaît et puis intégrer petit à petit des éléments qui suivent votre route. Et puis, il y a de plus en plus d'ouvrages aussi parce qu'on a des ressources assez infinies aussi en ligne. Mais si on veut avoir des livres, les feuilleter, que ce soit chez nous, dans une bibliothèque, il y a des ouvrages assez simples maintenant qui sont très accessibles. Ouais. Et alors ma question suivante, plutôt, contraire de ce qu'on vient d'expliquer, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire si on a envie, de commencer à travailler un peu cette facilitation graphique?
Qu'est-ce que tu nous déconseilles vraiment de faire pour pas, je sais pas, prendre des mauvaises habitudes directement ou pour pas partir dans la mauvaise direction en commençant comme Mmh. ça? Ouais, je dirais peut-être se donner un gros challenge en disant ah oui, j'ai vu quelques trucs, je vais faire en direct le sketch note de notre réunion de fin d'année avec 100 personnes, par exemple. Bon, là, c'est un peu à l'extrême. C'est pour voir que parfois, en fait, chacun a son niveau de challenge, mais on peut mettre un peu la barre haute sans s'en rendre compte, alors qu'il y a besoin d'étapes et aussi pour vraiment avoir confiance, nous rassurer, de voir comment ça réagit auprès des autres pour que ça puisse vraiment guider, être plutôt modeste au début. Oui, oui, c'est ça, c'est accepter les petits pas, la progression et l'apprentissage plutôt que de se lancer dans un gros défi immédiatement et finalement de se générer du sentiment négatif parce qu'on n'a pas réussi autant qu'on aimerait. Oui. Super. On arrive déjà presque à la fin de notre échange. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu penses on n'est pas passé ensemble et que tu avais envie d'ajouter? Mmh. Eh bien, on a parlé du papier. On peut l'utiliser dans des petits formats ou des très grands formats, mais on peut aussi le découper, utiliser, bricoler, bidouiller, plier pour avoir aussi de l'information qui soit structurée. Et puis, on peut aussi utiliser des applications pour dessiner sur tablette, par exemple. Donc, il y a un éventail de possibilités sur différents supports et aussi le volume on peut agrandir, utiliser l'espace et être très inventif. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que la seule limite, c'est notre imagination, puisqu'on peut aller Mmh. dans tous les sens et bien adapter à ce dont nous, on a besoin, plutôt que de réfléchir à comment traditionnellement on fait les choses. Non, moi j'ai besoin d'un cube ou j'ai besoin d'un grand livre ou j'ai besoin d'un immense tableau blanc, peu importe, la seule limite, c'est notre imagination. Super, ben, ça laisse vraiment carte blanche pour s'amuser et utiliser l'outil. Donc, on est à la fin de notre échange et c'est la tradition dans le podcast. Est-ce que tu peux finir par nous donner ton meilleur conseil pour bah, tous nos auditeurs? Ah, le conseil, c'est serait de choisir un feutre. Le feutre qui va vous suivre et avec qui vous vous sentez bien. Donc ça, on peut faire des tests. Et il y a des feutres maintenant qui sont rechargeables. Donc, si vous devenez très très friand et que vous utilisez beaucoup d'encre, même si vous simplifiez bien sûr, je vous invite à regarder les marques qui le proposent. Donc, il faut trouver son meilleur ami dans nos feutres, celui qui va nous Oh, accompagner partout et finalement qui va devenir ouais, notre best friend de oh, facilitation graphique. oui. Et puis après, il y en aura plein d'autres, mais déjà un. Ça, après, Oui. c'est le risque de la folie des feutres. Bah, merci en tout cas, Élodie, d'être venue partager ton métier avec nous. C'était vraiment très intéressant. Je pense que beaucoup de nos auditeurs vont découvrir la facilitation graphique grâce à toi. Si évidemment il y a des questions, les commentaires sont ouverts pour qu'on puisse répondre et peut-être préciser certains points qu'on a abordés dans l'épisode d'aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.